Et si demain le cancer ne tuait plus? Des femmes et des hommes, chercheurs, médecins, se sont lancés ce défi, lutter contre cette maladie pour la faire reculer, la rendre inoffensive. Le cancer tue parce qu'on lui laisse le temps de le faire. Et c'est ça qu'on veut changer. Chacun à leur manière, ils innovent pour traquer le tueur, pour inventer de nouveaux traitements. Et si grâce à eux, cette maladie cessait de faire peur? Et si grâce à eux, une vie après le cancer devenait possible pour tous? Et s'il était temps de découvrir les éclaireurs de la guérison? Je pense vraiment être une rêveuse que la vie a transformée un peu en accrocheuse, qui s'accroche pour essayer de faire de son temps quelque chose d'utile aux autres. Patrizia Paterlini-Bresciot, médecin et chercheuse en biologie cellulaire, court après un seul et unique objectif: tuer le cancer en le détectant le plus tôt possible. La lutte contre le cancer, c'est une course contre la montre, parce que plus on arrive vite et plus on sauve des vies. C'est aussi une course de fond parce que changer la pratique médicale est long et difficile. On voit le cancer nous prendre des proches, des personnes à qui l'on est attaché. Ça arrache les cœurs. On a envie de travailler jour et nuit pour y arriver. Mon but, c'est détecter précocement les cancers pour que ça devienne une maladie guérissable dans tous les cas. Université Paris-Descartes. C'est ici que Patrizia Paterlini-Bresciot traque le cancer. Mais sa lutte a commencé lorsqu'elle était médecin oncologue à Bologne, en Italie. Pendant presque 10 ans, j'ai vu mourir des jeunes de leucémie et de lymphome. Et ça change la vie, hein, parce qu'après, les aspects qui pour certaines personnes sont importants de la vie, pour moi, étaient secondaires. Parce que j'étais là à côté, je ne sais pas, d'une jeune femme qui venait de se marier, qui devait mourir d'un myélome. C'était déchirant. Et j'ai rentré dans mon petit appartement à Modène. Et voilà, je me disais, mais c'est trop injuste. Je me rebellais contre l'idée de la mort. C'est trop injuste, ça révolte. La seule façon de faire progresser la médecine, c'est la recherche. Je me suis dit, ce serait intéressant de travailler, non pas sur comment le cancer se forme, mais comment le cancer tue. Parce que le cancer tue pratiquement toujours de la même façon. Le cancer tue en essaimant dans le sang des cellules qui dérivent de la tumeur. On les appelle les cellules tumorales. À ce stade, si elles ne sont pas rapidement détectées, elles peuvent se fixer sur d'autres organes, proliférer et créer de nouvelles tumeurs cancéreuses, les métastases. Le patient devient alors très difficile à guérir. Mais si on les détecte précocement, ça peut changer la vie parce que ces cellules, elles n'ont pas encore créé des métastases. Donc, si on les bloque à ces points-là, déjà, on évite que le cancer puisse donner origine à des métastases. Et donc, tue. Le problème, c'est que ces cellules sont rarissimes, de l'ordre de une cellule sur 50 milliards de cellules du sang.
Et donc, c'est très difficile de les détecter et de les reconnaître. C'est comme si on cherchait à reconnaître un individu qui est mélangé à la population de cette planète Terre. Et en plus, pour dire que cet individu qu'on trouve, c'est vraiment le killer, c'est encore plus difficile. Mais rien n'arrête le professeur Paterlini-Bréchot qui va inventer un tamis à cellules. Une membrane qui filtre le sang pour bloquer les cellules les plus grosses, les cellules tumorales. Le concept est simple, mais la mise en pratique est très difficile. Et en fait, il nous avait dit que c'est impossible. Parce que si on passe 50 milliards de cellules par un tamis, mais ça bloque, ça colmate. Parce qu'il y a trop de cellules. Et les rarissimes qui sont donc mélangées aux cellules du sang, on n'arrive pas à les extraire. Donc il fallait trouver la voie pour y arriver, tout simplement. Pour arriver au but, il faut traiter le sang. On a testé au moins 800 façons différentes de filtrer le sang. Il faut développer certaines caractéristiques de la membrane. Et puis il faut un système à l'extérieur qui guide tout ça, un appareil capable d'extraire du sang ces fameuses cellules tumorales circulantes qui m'intéressent tant. Un outil avant-gardiste. Mais comment prouver à la communauté scientifique mondiale qu'il fonctionne? Le professeur Paterlini-Bréchot se lance alors un défi de taille. Capturer une seule cellule tumorale en laboratoire, la rendre fluorescente, la mélanger à 10 ml de sang et la retrouver. Ah, parfait. C'est génial de pouvoir retrouver cette cellule fluorescente. Ça veut dire qu'on arrive à retrouver une seule cellule mélangée à 100 millions de globules blancs et 50 milliards de globules rouges. Ça veut dire que tout le système fonctionne bien. C'est une grande joie parce qu'on voulait ça à tout prix. On voulait ça. On ne voulait pas se contenter de trouver 100 cellules ou 1000 cellules. Et nous, on voulait une, parce que c'est le fait de détecter ces cellules quand elles sont très rares qui est important pour les patients. On voulait ça. Quand on l'a vu, c'était magnifique. On s'est dit, il faut qu'on ouvre le champagne. Et on a ouvert le champagne le soir. Mais ce n'est pas du tout la fin de l'histoire. Sur cette méthode, plus de 100 articles scientifiques ont été publiés. La découverte du professeur Paterlini-Bréchot donne naissance à un test. Il est baptisé ISET. Il détecte dans le sang tous les types de cancers connus à ce jour de manière ultra précoce. Mais il reste alors un enjeu de taille, le rendre accessible à tous en laboratoire de ville. Olivier. Bonjour, chère Patricia. Comment allez-vous? Très bien. C'est bien? Allez, on se vous serre la tombez main. à pic, il faut absolument que je vous parle d'un patient que j'ai Formidable. prélevé ce matin. On fait le point. Je vous en prie, mettez votre blouse, on va au Super. labo. J'ai rencontré le professeur Paterlini-Bréchot en 2014. J'assistais à une conférence médicale sur le cancer et le professeur Paterlini-Bréchot nous a présenté le test ISET que je ne connaissais absolument pas. J'ai été extrêmement séduit par ses travaux de recherche qu'elle nous a présentés brièvement et le hasard de nos vies a fait qu'on s'est retrouvés quelques mois après, puisque le professeur Paterlini-Bréchot cherchait un laboratoire qui était capable de le commercialiser, d'adapter ce test à une population de ville et non plus à une population de recherche. Et je lui ai dit, écoutez, banco, on va tenter, on va essayer de l'adapter et de le commercialiser pour un accès aux patients. J'ai une vie professionnelle stressante. Ma santé est une préoccupation pour moi, je dirais, presque quotidienne. Enfin, j'y fais très attention. Je fais très attention à ce que je mange, une hygiène de vie sportive très suivie, quasi quotidienne, en fait. Donc je crois beaucoup à la prévention. Bonjour monsieur, docteur. Si vous voulez bien me suivre. Merci. Allez-y, entrez, je vous prie. Donc, c'est pour un test ISET, donc tout est bien rempli, les pathologies connues. Et les antécédents. Les antécédents, oui, absolument, les antécédents, absolument, ouais. père-mère, ça c'est très important aussi. Pancréas, les deux. Les deux grands-pères et mères. Ouais.
J'ai une histoire personnelle avec le cancer, puisque ma mère en est décédée d'un cancer du pancréas très jeune, 53 ans, détecté super tard et donc insoignable. Donc pour moi, le test représente une vraie chance de détection anticipée, de prévention. Je pense que ça peut aider à mieux vivre. Parce que si on l'a, on l'a. Donc autant bien vivre avec et faire tout ce qu'il faut pour retarder les effets désagréables et néfastes de cette maladie. Donc c'est un outil, c'est un atout. On va peut-être commencer le prélèvement si vous voulez bien. Merci. Si vous voulez bien serrer le poing, monsieur, tendre le bras, c'est parfait. Merci. Initialement, le test a été mis au point et a été mis en place uniquement chez les patients qui avaient un cancer connu. Et de par le test ISET, on peut affirmer ou pas qu'il n'y a plus de cellules cancéreuses qui circulent. Et ça, c'est quand même une grande avancée pour ces patients qui étaient avant dits en rémission. Les patients se sont appropriés le test. Et on a découvert cette demande qu'on n'imaginait pas au démarrage, de patients sains qui nous ont poussés dans une optique préventive. Et vous aurez dans 15 jours les résultats qui seront adressés à votre médecin traitant. Exactement. J'aurai une angoisse quand je vais ouvrir la petite enveloppe et quand j'aurai les résultats, c'est certain. Mais je pense que... Alors on peut se poser la question, est-ce qu'on a envie de faire la politique de l'autruche et puis jamais savoir et jamais le faire? Moi, je pense qu'aujourd'hui, si cette méthode existe et qu'elle fonctionne, c'est formidable, c'est un atout formidable. Pour les patients qui viennent en détection précoce ou en préventif, il faut vraiment être très prudent quant à l'interprétation des résultats. On va mettre ou pas des cellules cancéreuses circulantes en évidence. Donc on ne pourra pas affirmer que le patient est en train de développer un cancer, on pourra juste affirmer que le patient doit être mis en surveillance. Bon, c'est déjà énorme parce que dans ces cas-là, dans ces 4 patients qui sont mis en surveillance, il y en a réellement qui vont développer un cancer et il y en a qui ne vont jamais le développer. Ça peut aussi contribuer à les motiver pour changer leur mode de vie via le tabac, via l'alcool, via l'alimentation, le sport, pour mettre toutes les chances de leur côté. Mais est-ce que ça va être le début d'un cancer qui va se développer et apparaître dans X mois, X années? Aujourd'hui, on ne sait pas. 15 jours plus tard, Richard apprendra avec soulagement que ses analyses ne révèlent aucune anomalie. Mais pour Patrizia Paterlini-Bresciot, la recherche doit continuer. Elle veut désormais améliorer ce test pour le démocratiser à très grande échelle. Le problème, c'est que le test coûte 486 €. Il n'est pas remboursé, mais pour que ce soit remboursable, il faut développer des tests spécifiques des cancers. Aujourd'hui, on n'est pas capable de pouvoir dire simplement c'est une cellule qui vient du pancréas, qui vient de la thyroïde, qui vient du côlon. Ce test sera beaucoup plus démocratisé quand on aura passé l'étape de l'identification de l'organe concerné. Et je sais que le professeur Paterlini-Bresciot travaille dans son unité d'INSERM sur cette avancée. Ce test qui est actuellement disponible est l'ancêtre des tests qu'on veut développer. Donc nous, ce qu'on veut développer, c'est un test qui est capable de dire oui ou non il y a des cellules tumorales dans le sang et s'il y en a, de quel cancer elles dérivent et que ce test soit remboursé. C'est là où on veut arriver. Et donc c'est un peu comme déplacer des montagnes. Si elle réussit à passer toutes ces barrières, on pourra vraiment dire que ce test a été et est révolutionnaire. Arrivo. Ehi, ciao. Ciao mamma. Come stai? Sto bene? E te? Anch'io, grazie. Vieni, vieni. Quand j'étais plus petit, je voyais que ma mère travaillait beaucoup. Après, je pense qu'on réalisait pas. On l'a réalisé plutôt quand nous, on a commencé à travailler. On se disait, ah ouais, moi, je travaille pas autant, en fait. Tu sais. Oh, che gentile, grazie. Le travail est aussi pour moi une passion, c'est une vraie flamme. On se lève tous les matins entre 5 et 6 heures comme un ressort, hein, comme si on avait les doigts dans la prise. Hein, et bien, voilà, il faut faire, il faut avancer.
Dernière étape en date, en pleine pandémie, son équipe a rejoint un réseau de chercheurs américains qui militent pour le déploiement du diagnostic précoce des cancers aux États-Unis. Je voulais te prévenir, je vais venir à New York. J'arrive le 15 au soir et je reste toute la semaine. Oui, ça avance bien. Merci, merci. C'est toujours important, quand on développe un test, de pouvoir le valider sur une population, le valider cliniquement. Et donc, ce centre qui va se constituer à Columbia est un centre qui va collecter les échantillons des patients qui sont cancer survivors. Du coup, c'est la population idéale pour pouvoir valider un test multicancer parce que ces cancers qui se développent sont de différents types. On a là une vraie accélération. Avant, j'ai soigné les patients un par an et là, mon espoir, c'est de pouvoir améliorer la survie de beaucoup de personnes. Car aujourd'hui en France, seulement 60% des malades du cancer seront guéris. Et les traitements actuels font parfois bien peur. Chimiothérapie, radiothérapie. Mais Sophie Lucas, professeure et chercheuse en immunologie à l'Université de Louvain, travaille sur une autre voie pleine de promesses. J'ai cette chance extraordinaire de travailler dans le domaine de l'immunothérapie du cancer, qui est un domaine en marche, dynamique, révolutionnaire, qui va changer la manière dont on lutte contre le cancer. Bonjour à tous. On va donc reprendre le cours sur la structure des anticorps. Depuis peu, l'immunothérapie bouleverse les traitements des cancers. Contrairement à la chimiothérapie qui cherche à détruire la tumeur, l'immunothérapie aide le système immunitaire à reconnaître les cellules cancéreuses et à s'en débarrasser sans effet secondaire. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a commencé à voir des patients qui éliminaient leur tumeur, dont la tumeur disparaissait. Et ça ne s'était jamais vu auparavant. Est-ce qu'il y a qui que ce soit dans l'auditoire qui est éventuellement intéressé par un parcours de recherche dans le domaine des sciences biomédicales fondamentales et plus particulièrement dans l'immunologie? Ah, ça c'est chouette. Ça fait plaisir à voir. Tiens, asseyez-vous, je vais vous montrer. Ça, c'est une photo des Olympiades de chimie. Oh là là. Les concours, tu vois, Comme de sciences. les Olympiades de maths. Comme les Olympiades de maths. Moi, j'ai toujours adoré la science. J'étais à la fois motivée par le fait de faire des sciences et par le fait de faire des sciences pour pouvoir soigner des gens. Après, j'ai commencé mes études de médecine. Alors là, c'est la promotion de médecine. J'étais ravie pendant mes études de médecine parce que j'avais ce que je cherchais. Donc, ces cours de sciences très avancés. Et puis, un cours d'immunologie qui m'était donné, en fait, par Thierry Beaune. Et donc, j'étais absolument passionnée par ces cours. Je lui ai dit, je voudrais avoir l'occasion de travailler dans un laboratoire. Et j'étais convaincue que si lui avait choisi ce sujet de recherche, ça ne pouvait être que absolument passionnant. Bonjour, Monsieur Beaune. Vous allez bien? Thierry Bonnefaller est l'un des pionniers mondiaux de l'immunologie du cancer. Pour lui, la clé de voûte de la lutte contre le cancer se trouve en nous, dans notre propre système immunitaire. Le but principal de notre système immunitaire, c'est de combattre les infections de bactéries et de virus. Et donc le système immunitaire comprend tout un ensemble de cellules, dont un grand nombre de globules blancs. Et parmi les globules blancs existe une catégorie particulière de soldats de l'immunité que sont les lymphocytes T. Nous avons des lymphocytes T qui vont tuer la cellule infectée et empêcher ainsi les bactéries et les virus de continuer à se multiplier. Bizarrerie du corps humain, lorsqu'un patient développe un cancer,
Ces lymphocytes T reconnaissent les cellules cancéreuses, mais ne les attaquent pas. L'espoir de l'immunothérapie, c'est qu'on puisse activer notre système immunitaire pour qu'il rejette des cellules cancéreuses sans que l'organisme en soit beaucoup plus affecté que quand on rejette le virus de la grippe ou le virus du coronavirus ou ainsi de suite. Grâce à ces découvertes et au travail de chercheurs du monde entier, l'immunothérapie du cancer est née. Elle soigne aujourd'hui 16 types de cancers autrefois incurables. Mais ce traitement révolutionnaire ne fonctionne pour le moment que sur un patient sur 2. C'est pourquoi Sophie Lucas s'est donné pour mission de continuer la recherche pour améliorer son efficacité. Ce que vous voyez ici, c'est une métastase cutanée de mélanome. En zoomant sur cet échantillon, on peut vraiment distinguer maintenant les différents noyaux en bleu et les zones marquées en rouge qui correspondent au mélanome. Mon idée pour faire progresser la lutte contre le cancer, c'était d'essayer de comprendre pourquoi et surtout comment les lymphocytes T dirigés contre les tumeurs ne s'attaquent pas à ces tumeurs et se retrouvent paralysés chez les patients cancéreux. C'est ainsi que je me suis intéressée à une population très particulière de lymphocytes T qu'on appelle les lymphocytes T régulateurs. Les Treg sont des cellules inhibitrices qui empêchent le système immunitaire en fait d'éliminer et de bien réagir contre les tumeurs. Concrètement, je tente de développer un médicament qui va cibler les lymphocytes T régulateurs et les empêcher d'entraver l'action des lymphocytes T antitumoraux, les rendant à nouveau capables de rejeter les cellules tumorales. Une nouvelle molécule capable de lever les freins de notre système immunitaire pour tuer les tumeurs. La découverte est fascinante. Mais Sophie Lucas et son équipe veulent comprendre les mécanismes qui la gouvernent pour valider scientifiquement leur travail. Le professeur Lucas prend alors la décision de la faire modéliser en 3D. Je ne peux plus te dire si c'était un matin ou un soir. Je reçois les résultats bêtement par email. Et j'ai vu cette image de molécules sur lesquelles je travaille depuis des années et j'ai vu leur forme, comme si je pouvais les toucher. Je peux comprendre comment elles s'intriquent, ça devient palpable, c'est incroyablement beau et illuminant. Quand elle s'est imposée à moi sur cet écran d'ordinateur, parce que ça manque complètement de romantisme et tout, mais j'ai pleuré, c'était extrêmement intense comme moment. Toutes ces difficultés, cette résignation, ces frustrations, tout recommencer 10 fois, 20 fois, eh bien tout ça, ça en valait la peine pour ce moment-là. Et je me suis dit, sincèrement, à ce moment-là, je n'aurai que ce moment dans ma carrière. Je suis certaine que j'aurais bien fait de choisir cette carrière. On l'a publié dans Science, qui est un des 2 grands magazines qui représentent un peu le rêve de tout scientifique, en tout cas dans le domaine des sciences de la vie. C'était plus peut-être un moment de reconnaissance, mais ça a été un très très chouette moment. Quand j'ai ouvert ce mail et que j'ai compris que là, c'était bien possible que notre papier passe dans Science, c'était le 2e grand moment de ma carrière. Au même moment, l'industrie pharmaceutique s'intéresse à ces découvertes. Et après des tests concluants sur des animaux, le médicament de Sophie Lucas est proposé en essai clinique sur une première série de patients. Et donc aujourd'hui, au bout de 25 ans,
je me retrouve à nouveau plus proche des patients parce que je vais pouvoir proposer un nouveau médicament à un tout petit nombre de personnes qui accepteront de le tester. Et j'ai eu beaucoup de chance que ça n'arrive parce que ça aurait pu ne pas arriver. Bonjour. Bonjour Sophie. Jean-Pascal, ça va? Oui, et toi? Oui, merci. Il y a une nouvelle patiente qui arrive la semaine prochaine, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, on a vu une patiente avec un cancer de la vessie Ouais. qui semble rentrer dans les critères. Ouais. Elle était intéressée par le protocole. Le docteur Lucas travaille depuis longtemps sur des nouvelles immunothérapies. Donc, elle essaye justement de déverrouiller, on va dire comme ça, le système immunitaire pour éliminer la tumeur. Et donc, il dit, sache qu'ici, on a toutes les capacités pour faire des essais cliniques précoces avec ces nouveaux médicaments et qu'on est tout prêt à y participer. Voilà, je vais retourner voir mes patients et on va... Oui. Oui. Ok, super. Ben, Merci, c'est super. Merci, oui. Mais surtout, merci à toi et merci. Bon, maintenant, là, on y est et j'espère que tout va bien se passer. On prie le ciel pour que ce qu'on a mis tant de temps à développer ne cause en fait pas plus de dégâts que la maladie dont ces patients souffrent déjà cause elle-même. Jean-Jacques de Mangelère souffre d'un cancer de la prostate depuis 12 ans. Après une opération et plusieurs traitements de chimiothérapie non concluants, il a accepté d'entrer dans un protocole expérimental en immunothérapie. Ouais, c'est en bonne compagnie. Pas de problème d'essoufflement. Pas de problème d'essoufflement. Ne toussez pas. Non. Ok. Je vais vous examiner et puis l'infirmière viendra faire la prise de sang. Il n'y a pas de souci, docteur. Si le traitement a la chance de fonctionner sur moi, j'aurais eu la grande chance d'obtenir ce traitement, alors que si je dois attendre les années futures pour pouvoir l'avoir, je ne serai peut-être plus là pour le recevoir. Et si ça ne fonctionne pas, ça pourra permettre aux médecins-chercheurs d'améliorer le produit, voilà, ou de partir sur un autre produit qui fonctionnera peut-être mieux. Ça va, monsieur? Oui. Je suis toujours du mauvais côté de l'aiguille. Hein. Oui. Vous avez beaucoup d'humour, vous. Vous savez, il faut prendre la vie telle qu'elle vient. Oui. Et voilà. Ah bon, on verra le bilan fin du mois, croise les doigts. Oui, là, on va croiser les doigts et les orteils en même temps et on va tout croiser et puis on va espérer que ça va bien fonctionner. Là, on commence à devenir impatient parce qu'on sait qu'il va falloir encore attendre des mois et des années avant de pouvoir conclure si le médicament est efficace ou s'il ne l'est pas. S'il ne l'est pas, ce sera une déception terrible, évidemment. S'il l'est, ce sera une joie extrêmement intense, mais il va falloir attendre très longtemps avant de pouvoir arriver à cette conclusion. Il est heureux que ces gens passent leur vie à chercher à améliorer la vie des autres. Et tous à leur échelon viennent porter la petite pierre à l'édifice qui va allonger la vie des gens, c'est un fait. C'est vrai que les choses prennent du temps et sont évidemment trop lentes pour les patients. Mais quand on regarde 10, 15 ou 20 ans en arrière, les progrès sont gigantesques. Il y a des maladies, on ne va pas citer le nom des maladies, où la survie médiane était l'ordre de 10 mois il y a 20 ans quand j'ai débuté ma carrière. Aujourd'hui, elle atteint plus de 3 ans. Et tout ça parce que, petite chose après petite chose, vous avez gagné un peu de terrain. Voilà, c'est en route pour le nord, ça va? Mon rêve, ce serait que ça permette d'améliorer l'efficacité des immunothérapies actuelles tout en diminuant la toxicité pour les patients parce qu'on pourrait, par exemple, donner des doses moins fortes des thérapies actuelles en combinant avec cette nouvelle molécule, ce qui serait quand même une énorme avancée pour les patients qui souffrent de cancer. Mon papa souffre d'un cancer qu'il porte toujours aujourd'hui. Mes grands-parents sont morts de cancer. Donc ce n'est pas le caractère insupportable de la maladie qui me fait chercher des nouveaux médicaments, c'est le fait que je sais que c'est possible, que je sais que c'est possible de lutter. Et donc ça me porte, vraiment.
Sophie, c'est quelqu'un de très intègre, de très travailleur, et elle est douée pour plein de choses. Que ce soit pour faire de la création artistique, que ce soit pour faire de la science. Oui, c'est assez marrant. Je ne suis pas du tout scientifique, donc j'ai du mal à mesurer quelle est l'importance de telle avancée, de telle découverte, de tel papier qui a été publié, etc. En revanche, je vois le regard des autres et je me dis, c'est vraiment une championne, quoi. Chanter et faire de la musique, pour moi, ça me fait penser un peu à mon travail dans le domaine de la recherche contre le cancer, où tout le monde tient compte des capacités des autres et des résultats des autres avec un objectif commun tous ensemble, c'est qu'on arrive à produire quelque chose qui fait du sens. Une belle chanson, dans le cas de la musique, un nouveau traitement contre le cancer, dans le cas de la recherche contre le cancer. Cool, super, super. Ça va pour tout le monde? Malgré ces avancées extraordinaires, aujourd'hui en France, c'est toujours par la chirurgie que se soignent certains cancers. C'est le cas pour 80% des cancers du sein. La meilleure façon de guérir quelqu'un d'une tumeur solide, c'est de lui enlever sa tumeur, que les gens sachent que s'ils sont opérables, c'est une chance. Les cancers inopérables, on sait très bien ce que ça veut dire. Krishna Kloff est chirurgien, cancérologue et plasticien. Sa spécialité, opérer les femmes sans les abîmer. C'est ainsi qu'il a créé une nouvelle spécialité chirurgicale, l'oncoplastie. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la chirurgie du sein, 1980 à peu près, l'ablation du sein, c'était considéré comme quelque chose de tout à fait acceptable et de normal. Quand tu as 23 ans, 24 ans, et que tu vois une jeune femme arriver au bloc et ressortir très abîmée, tu te dis, mais on va laisser son sein comme ça? Le sein, c'est la sexualité, la féminité, la sensualité, la beauté, la maternité. Enfin, c'est tellement de choses dans un organe, et on va le laisser comme ça. J'étais vraiment triste. Du coup, je me suis dit, je vais voir autre chose. Et à la fin de mon internat, j'ai basculé en chirurgie plastique, mais pas pour faire de la chirurgie plastique et esthétique tout venant, pour comprendre pourquoi on ne prend pas de la plastique pour amener à la cancérologie. Avoir une double spécialité en cancérologie et en plastique, que la même personne fasse les deux, ça n'existait pas. Christine Lécuel a 71 ans. Originaire du Vaucluse, elle a découvert il y a 9 mois une tumeur dans son sein gauche. J'ai fait un premier cancer en 99, qui a été fort bien soigné sur Avignon. Malheureusement, 22 ans après, lors d'une visite de contrôle, on s'est rendu compte que je faisais un autre cancer au même endroit. La première fois que je vois le chirurgien, il me dit, il y aura l'ablation totale. Et j'ai dit, oui, mais moi, je veux une reconstruction. Il me dit, mais à votre âge, on n'a pas besoin de reconstruction. Vous n'allez pas montrer vos seins à tout le monde. Mais c'est pas la question. La reconstruction, je la fais pour moi, pour mon mari également. Mais avant tout, je pense que nous, en tant que femmes, on a envie, et on a le droit d'avoir envie de ne pas perdre un sein, quoi. S'il y avait une autre solution, j'avais envie qu'on me la propose. C'est pour ça que je suis venue à Paris. Allez, j'ose pas vous dire bienvenue, mais je le pense. Je danse dans le ciel. Oui. Vous avez dansé sur Terre. Dans le ciel, on verra beaucoup plus tard. On en reparlera dans 30 ans. Vous avez dansé sur Terre. Tout à fait. Une consultation de cancérologie, c'est vraiment un moment clé du rapport entre le médecin et la patiente. Tout va se jouer là. La patiente, elle arrive avec la mort sur les épaules. Parce qu'en fait, quand on te dit « t'as un cancer du sein », très souvent, il y a l'idée de mort qui arrive. Mais le job de la consultation, c'est qu'elle arrive avec la mort sur les épaules et qu'elle reparte avec le sourire. Et si on a réussi la consultation, c'est ça qui doit se passer.
Dès que vous serez opéré, vous n'aurez plus de cancer. Donc mercredi soir, vous n'avez plus de cancer. Oui. Et votre risque de récidive est extrêmement faible. Il n'est pas nul, mais il est estimé à moins de 10% dans les 20 ans qui viennent. Puis dans 20 ans, on en reparlera. Oui, on en reparlera. Monsieur, je vous ai dit, un cancer tous les 22 ans, ça me va. Je vous laisse passer derrière le paravent, vous mettre torse nu, et j'arrive tout de suite. Christine va subir une lourde opération. Une mastectomie qui lui retirera sa tumeur ainsi que la totalité de la glande mammaire. Mais grâce aux techniques développées par Krishna Kloff et aujourd'hui répandues dans de nombreux hôpitaux, son sein gauche sera immédiatement reconstruit. C'est un homme, il a la patiente, il lui parle droit dans les yeux, il lui prend la main, il entoure. C'est ça, c'est ce contact qui est important. Je suis sortie de là, j'avais confiance. Je sais qu'il va falloir être un peu patiente, mais ce qui me fait envie, c'est de reprendre ma vie normale. Le cancer du sein touche une femme sur 8 en France. 13% n'y survivront pas. 32 ans de consultation de cancérologie, à la fin de la journée, c'est parfois un peu compliqué à gérer. Tu as des histoires à raconter que tu ne racontes pas, l'échec des traitements, les patientes qu'on ne guérit pas. Et puis, il y a cette angoisse répétée d'une patiente après l'autre. Et bizarrement, t'en gardes un peu, quoi. Donc, avec les années, les décennies, on a un sac à dos qui est de plus en plus lourd parce qu'on les porte avec nous. Et je ne sais pas très bien comment on fait pour s'en débarrasser. Sauf que la boxe, j'ai trouvé une nouvelle famille et que je fonctionne en tribu. J'aime intensément les gens que j'ai découverts dans ce milieu-là, ce qui a été une grande surprise. J'aime l'entraînement de boxe et de temps en temps monter sur le ring. Tu penses juste à pourquoi tu es là, pourquoi tu es là. Donc tu ne penses pas au cancer, tu ne penses pas à la reconstruction, tu ne penses pas au drain, tu ne penses pas à la douleur, tu ne penses pas à la tristesse. Je suis un bagarreur, mais c'est au médecin de se bagarrer. Et la patiente, on doit juste la protéger. Et si on arrive à ce qu'elle se sente protégée dans cette bagarre et que ce ne soit pas elle qui se batte, je pense qu'elle va se sentir mieux. Clinique Bizet à Paris. Aujourd'hui, Christine Lécuel va subir une double opération, l'ablation et la reconstruction de son sein gauche. Il a déjà été abîmé par un précédent cancer. En route, princesse. Ça va? Ouais. Alors c'est nouveau, maintenant les gens viennent au bloc opératoire à pied, parce qu'il paraît que du coup ils participent mieux à l'histoire. Alors allez, je vous présente votre chambre d'hôtel pour quelques heures. Oui. Le docteur Petrov va arriver, Marois est l'infirmière de bloc opératoire qui va veiller sur vous et toute mon équipe chirurgicale est là avec vous. Ok? Bonjour madame. Quand on parle de notre métier, donc au plasticien, les gens se disent « Ah, c'est la plastique d'abord ». Non, non, onco-plasticien, onco-plasticien. Donc, 3 choses. 1, guérir. 2, ne pas mutiler. 3, si on doit mutiler, réparer. OK. We are going here to start. Tous ces chirurgiens-là viennent de 4 pays différents pour apprendre la chirurgie du sein. C'est une espèce de tour de Babel de chirurgie. Tous ces gens sont autour de cette patiente pour acquérir les techniques qu'on met en place. Ici, à Paris, le docteur Kloff est vraiment l'un des pères de la chirurgie oncoplastique. Et on ne ferait pas des milliers de kilomètres pour venir ici en plein milieu d'une pandémie s'il n'en valait pas la peine. Et si on vient, ce n'est pas seulement pour ses compétences techniques. C'est aussi parce que c'est une belle personne.
Ok, alors mastectomie terminée, fin de la première partie, elle n'a plus de tumeur. Toute cette zone-là, c'est la tumeur fibreuse et rétractée. On vient de la débarrasser de son cancer. On va peser la pièce. Maintenant, on démarre l'étape numéro 2. Est-ce qu'on peut la reconstruire en sécurité? On va prélever un muscle qui va faire vivre la peau et reconstruire la partie haute du sein. Donc c'est ce qu'on appelle un lambeau qui amène du dos au sein des tissus qui vont être intégrés dans le nouveau sein de la patiente. Et ce muscle du dos, il est vascularisé par une toute petite veine et une toute petite artère. C'est grêle, tu vois. Elle est mal remplie, sa veine. Les vaisseaux dont on a besoin sont de très mauvaise qualité chez elle. Donc, c'est pas bon. C'est très rare qu'on ait un moment de tension au bloc opératoire, dans mon métier, parce qu'on contrôle, parce qu'on fait ça tout le temps, qu'on sait faire que ça, et que du coup, on devient bon. Mais il se trouve qu'on est tombé sur quelque chose qu'on redoutait chez elle, et qui est arrivé. Allez, on va se battre un peu là en bas. Hein. Compresse, s'il vous plaît. Ok. Là, il y a une veine. Là, il y a une veine. Voilà, on voit nettement une veine qui est bonne là. C'est des moments où tu sens que il va falloir décider si le bateau il va aller par là ou s'il va aller par là. Et personne d'autre ne prendra la décision et tu seras responsable de la décision. Ok. Voilà, le lambeau est libre. Il ne tient plus qu'avec une petite artère. Et donc on va pouvoir commencer la réparation de son sein avec tous ces tissus prélevés dans son dos. Allez, on passe le lambeau sur le thorax, en avant, dans le sein. La médecine, c'est pas de dire c'est impossible. Parce que ce qui était impossible avant-hier est possible aujourd'hui et sera obsolète dans 30 ans. On l'a. Ouais, on l'a. En tant que chirurgienne, on a toujours besoin de trouver une figure. Et je n'ai jamais eu ça avant de rencontrer Krishna. De tout point de vue, en fait, de point de vue compétences chirurgicales, mais surtout et avant tout, c'est le côté humain. C'est quelque chose de très important car on reconstruit jamais des seins, on reconstruit des patientes après le cancer. Salom, j'ai trouvé. Trop belle la photo. On dirait pas qu'elle date d'il y a 40 ans. 40 ans. Je viens de 2 univers très différents. J'avais une mère qui travaillait tout le temps, qui était une soignante. Et j'avais un père artiste, irlandais, anticonformiste, peintre et sculpteur. Donc je me sens la résultante de ces 2 planètes qui ne devaient pas se rencontrer. Plus jeune, mon papa, je le voyais comme un acharné du travail. Il venait pas me chercher à l'école, je le voyais pas au déjeuner, il me faisait pas faire mes devoirs parce qu'il rentrait trop tard. Et en grandissant, j'ai compris que chaque personne qui travaille pour la santé, pour les femmes, pour les hommes, pour le cancer, c'est des héros. D'avoir l'envie de toute sa vie être au service des autres. Un jour, ma fille m'a demandé combien j'ai opéré de femmes et je lui ai dit écoute, je sais pas, j'en sais rien moi. Et elle me dit t'opères depuis combien de temps? Alors elle est revenue 2 minutes après, elle me dit papa, t'as opéré 20 000 femmes. Je dis quoi? Mais c'est pas assez, il faut continuer.
se casse. Retour à la clinique Bizet. Pour Krishna Kloff, l'opération n'a pas été de tout repos, mais le résultat est là. She's painful? No, she does not pain. Good. She was up. She slept and no problem with the drain. Super. Bonjour. Bonjour. C'est fait, madame. Vous avez été super courageuse. Ouais. Vous avez été super volontaire. Et on a exactement ce qu'on espérait quand on s'est vu pour la première fois il y a 6 mois. Ce qui veut dire que vous n'avez plus de cancer. Je fais pour les autres ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi. Qu'est-ce que j'ai envie d'entendre quand je me réveille? Vous allez bientôt être dans votre chambre? Non, je m'en fous. Ça va? Vous avez pas mal? Non, je m'en fous. Vous avez plus de cancer? Ah, je m'en fous pas. Je m'en fous pas. C'est quelque chose que peu de docteurs disent. On parle de rémission et rarement de guérison. Peut-être pas pour m'encourager aussi, hein, mais moi j'aime bien entendre parler de guérison. Traiter, c'est d'abord rassurer. Et avant, moi, je pensais que c'était d'abord technique. Mais en fait, quant à la technique, traiter, c'est d'abord rassurer. C'est fondamental de savoir que c'est notre cœur de métier. D'abord rassurer. Quand vous avez 90% de chances de guérison, ben, en fait, je ne vais pas vous dire, vous avez 10% de chances de mourir. Bravo. Bravo. Voilà, bah écoutez, c'est moi qui vous dis merci surtout. C'est vrai que c'est une opération qui est lourde, je ne le nie pas, mais ça correspondait à ce que je recherchais, à rester une femme avec 2 seins, tout simplement. Même si j'ai plus de cheveux en ce moment, ça repousse. Le combat continue. Allez. Je rêve, comme tous les chirurgiens, du médicament qui fera qu'on n'aura plus besoin d'opérer. Mais il ne faut pas se dire qu'opérer, c'est un échec. Pouvoir opérer, pouvoir extirper un cancer, c'est une réussite. C'est quelque chose qui me transporte véritablement, cette espèce de transmission de la passion depuis le mentor vers son étudiant, qui devient lui-même un mentor et qui va avoir de nouveaux étudiants. Parce que c'est vraiment comme ça que fonctionne la recherche scientifique. Il y a encore de très belles découvertes à faire dans le domaine de l'immunothérapie du cancer, l'immunologie des tumeurs ou les sciences biomédicales en général. C'est un espoir de se dire, demain, le cancer sera tout autre chose. Ça fait du bien de penser qu'on a été aussi loin qu'on pouvait. Après, quand on a tout fait ce qu'on pouvait, on peut être en peine.